Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Ne pas faire de photographies qui soient cataloguées comme des photographies de mode, c'était certes la demande des magazines pour lesquels il travaillait, mais c'était surtout la volonté d'André Carrara. Dans le Marie-Claire des années 1980 et 1990, à Elle, chez Vogue ou Cosmopolitan, dans le Marie-Claire bis, considéré comme la référence par les historiens de la mode, le photographe a ainsi pu exprimer toute sa palette créative. En conciliant mode et reportage, photographie et art, il a fait entrer la rue et la beauté naturelle des femmes au cœur de sa quête esthétique, faite d'élégance, de style et de glamour. Sa carrière fut entièrement dédiée à célébrer la féminité. Il crée des images sans artifice, pleinement conscient de vivre une époque bénie, entouré des plus grands talents de son temps, photographe, couturier, styliste, directeur artistique, rédactrice. Témoin de la libération du carcan emprisonnant les femmes après 1968, il a mis en image l'affirmation de leur personnalité. La femme André Carrara est une héroïne de cinéma qu'il met en scène pour mieux la sublimer. Il la voit déterminée, en mouvement, libre, le regard franc et volontaire, affirmée dans sa séduction, actrice de son destin. Une femme en laquelle chaque lectrice pouvait se reconnaître, s'identifier ou s'inventer. Paloma Picasso a souligné que Marie-Claire avait su montrer l'image d'une femme moderne, bien ancrée dans la vie, qui prend sa place et façonne le monde à son image. André Carrara n'a pas eu son pareil pour véhiculer et transmettre cette modernité. Ses photographies sont intemporelles, chacune d'elles est une histoire singulière qu'il nous raconte. En 2020, après le porno chic ou la débauche des moyens mis au service de la haute couture, la simplicité sophistiquée des images d'André Carrara célèbre le retour de l'élégance et de la beauté brute. Un mélange de rêve, de réalisme et de fiction, où les références de l'art contemporain sont là pour mettre en valeur le vêtement grâce à un langage photographique puissant. Certaines de ces images sont devenues iconiques. Restait à mettre un nom sur ces clichés de légende. Yannick Le Guillanton est en compagnie d'André Carrara. Bonjour André Carrara, merci de nous recevoir pour ce podcast de L'Œil Écoute à l'occasion de la parution d'une monographie intitulée Regard, un ouvrage qui revient sur votre carrière de photographe de mode. S'agissant d'un premier livre qui présente environ 150 photographies, j'aimerais savoir comment vous avez procédé pour réaliser l'editing, puisque vous avez plus de 40 ans de carrière à votre actif, et donc, je l'imagine, quelques milliers de négatifs, de planches contact, qui doivent être précieusement conservées dans des boîtes. Oui, mais pas tellement. En fin de compte, j'ai plutôt choisi les séries que j'avais aimé faire, et sur les 10 ou dernières 20 années, plutôt 20 années peut-être, surtout pour le Marie-Claire, qui sont des photos que j'ai aimé faire. En dehors des photos de mode, c'est des images que j'avais aimé faire. Je vais pas remonter jusqu'aux années 70, parce qu'au niveau de la mode, c'était compliqué, c'était pas du tout la même chose. Mais ça, ce livre représente, il n'y a pas que de la mode, du reste, il y a quelques paysages. Oui, il y a des photos d'ambiance, des photos d'ambiance, oui, mais toutes ces photos qui sont dans le livre, je peux m'en souvenir maintenant, là, quand je parle maintenant, exactement au moment où je les ai faites, dans quelles conditions, et au moment où j'ai appuyé, parce que tout se déroulait comme je l'avais souhaité, grâce, bien sûr, à des gens qui travaillaient avec moi, donc en premier lieu le magazine qui me donnait la possibilité de faire ces photos, et puis qui était à l'équipe qui travaillait avec moi, coiffeur, maquilleur, production et tout ça. Mais en même temps, le mannequin bien sûr, et à un moment où on a la chance que vous appuyez et vous avez la photo que vous aviez envie de faire. Voilà. Alors vous parlez du magazine Marie-Claire, hein, donc durant ces 15 dernières années. Oui. En quoi vous sentiez-vous personnellement
proche de l'esprit de Marie-Claire, qui vous a amené à collaborer de façon plus régulière avec ce magazine? C'était la femme qui m'a... Ça changeait complètement des photos d'elle. On revenait déjà par la période à une photo beaucoup plus photo. Moi, on m'avait demandé à Marie-Claire de ne pas faire des photos de mode, de faire des photos plutôt sur la femme. Et puis, il y avait beaucoup de photographes que j'aimais beaucoup qui travaillaient pour le Marie-Claire, dont Edmund Houghton, Paolo Roversi, Sarah Moon, qu'est-ce qu'il y avait encore, Laurence, enfin Sacha. Donc j'avais vraiment envie de travailler, ça correspondait aux photos que j'avais envie de faire, que le Marie-Claire m'a donné la possibilité de faire. On me demandait surtout de faire des photos, mais qui ne soient pas des photos de mode. Et ça correspondait à ce que j'aimais faire, qui était un peu du reportage, mais en même temps qui était du reportage préparé, et qui était une mise en scène, qui pouvait quelquefois se rapprocher du film. Et c'est vrai que j'ai construit beaucoup d'histoires, comme une série que j'avais fait à Palerme, une série que j'avais fait d'après le film Stromboli, et beaucoup d'autres comme ça, sur Paris aussi. Alors ça reportait, il y avait une aumône, mais ça se rapprochait toujours d'une femme que je photographiais. Il y avait toujours une petite... Vous aviez une sorte d'égérie, en fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que je parlais pas forcément toujours des mannequins connus, qui sont devenus connus après, parce que, voilà, il y a un travail avant tout. C'est commercial, malgré ce que l'on peut dire. Au départ, et on présente, on fait des photos de mode, ça s'adresse à des lectrices, à des lecteurs, et c'est important. Donc, il faut, et dans le Marie-Claire, j'ai trouvé la possibilité de pouvoir réunir les deux. Enfin, la mode me permettait de montrer la femme, et la femme, le mannequin entre autres, montrait le vêtement, mais tout ça dans un moment qui était naturel, où en fin de compte, la mode est dans la rue, quoi. Voilà. Bien sûr. Pour revenir à la jeunesse de votre carrière, vous suivez d'abord des cours du soir à l'école de Vaugirard, qui deviendra plus tard l'école nationale supérieure Louis Lumière, qui est bien connue aujourd'hui. Et vous commencez à travailler assez rapidement pour la SNIP, la SNIP qui est la Société Nouvelle d'Information et de Publicité, où règne une grande émulation dans les années 60. Votre carrière se polarise alors sur la mode et sur la publicité. Est-ce que c'est le glamour? Est-ce que c'est le hasard qui vous a fait préférer la photographie de mode au photoreportage, par exemple, puisque vous parlez de reportage de mode et de narration dans votre écriture photographique? À la SNIP, il y avait déjà 2 photographes. J'ai eu la chance d'être pris comme assistant. Il y avait 2 photographes, qui s'appelaient Michel Cerf, qui était pour des natures mortes, qui était un excellent photographe, et Jean-Bernard Laudin. Alors, donc, c'était des photographes qui étaient attachés à l'agence. Mais en dehors de ça, il y avait des photographes extérieurs, donc comme Guy Bourdin, Edmund Houghton, Peter Clapp, je crois, Fouli Elia, et aussi, je crois, Willy Rizzo. Et puis d'autres photographes, comme Sacha et tout ça. Enfin, on avait le même âge, je crois, avec Sacha. Moi, j'étais assistant. Je ne sais pas si déjà elle avait commencé. Donc, ça m'a permis, en fin de compte, de voir travailler ces gens. J'aimais la mode, il y avait beaucoup de mode, et au bout de 2 ans ou 3 ans d'être assistant, le directeur de l'agence, qui est directeur artistique, m'a donné à faire pendant les collections la série de mode, et des collections qui à l'époque étaient rediées, je crois, au Corridor. Donc j'ai fait cette série de mode en noir et blanc, avec un éclairage un peu spécial, et cette série est sortie. La mise en page était extraordinaire. Ce qui rejoint un peu la couverture de livre, c'est drôle, parce que dans la couverture de livre, le titre du client était redié, était en rouge, et le fond était gris, comme sur la couverture du livre. C'est assez drôle, on retrouve quelque part, c'est bon. Et les séries sont sorties, et le Vogue français m'a appelé, donc Antoine Kiefer, le directeur artistique à l'époque, qui travaillait avec Guy Bourdin pour le Vogue, m'a appelé en me demandant si je voulais travailler pour eux. Et là a commencé... Donc vous êtes resté combien de temps à la SNIP? Environ 3 ans, 4 ans. Donc ça a été un complément de votre formation. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui travaillaient là-bas, qui connaissaient très bien la mode, et donc rencontrer des photographes. J'ai vu travailler Guy Bourdin, qui travaillait avec rien du tout, au niveau lumière, un parapluie, mais
ni retouche et tout ça, mais qui déjà, il y avait derrière quelque chose d'une créativité extraordinaire. Oui, comme Helmut Newton. Comme Helmut Newton dans un autre style. Ou Sarah Moon aussi, qui faisait des choses extraordinaires. Vos premiers pas dans la photographie démarrent dans une France assez conservatrice, la France des années 60, et vous avez accompagné en quelque sorte en images les débuts de l'émancipation de la femme qui sort d'un carcan, qui sort d'un rôle qui lui est attribué. Diriez-vous que le monde de la mode, qui est un révélateur de tendances souterraines, de style, est aussi un porte-voix pour l'opinion de la rue ? Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il y a eu 68 et que tout était clos, enfin, compte Colbert, c'est tout. Il y a un seul magazine qui est sorti, c'est le Elle, qui a fait quelques pages, dont une photo en couverture d'une jeune femme qui est sur l'épaule d'un étudiant, qui était mannequin, et qui a été après déshéritée par son grand-père. C'était une grande famille, je crois, allemande, autrichienne. Je ne sais pas si elle vit toujours, je crois, j'espère, qui était sublime. Et de ça est venue après toute la contestation et une sorte de libération, effectivement. Et moi, très peu longtemps après, je suis parti aux États-Unis. Donc c'était en 69. Et il y a eu le concert de Woodstock et tout ce qui en suivi. Donc là, il ne faut pas oublier qu'aussi il y a eu au niveau de la mode, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Courrèges, il y a eu beaucoup et d'autres et la mode avait une importance. Courrèges a libéré d'une certaine façon un style de femme, Saint-Laurent aussi. Donc ça, c'est vrai que Courrèges, pour le grand public, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'était une mode révolutionnaire. Pas toujours facile à photographier. Et peut-être pas toujours facile à porter. Et pas toujours facile à porter, mais n'empêche que, moi, là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, sur Instagram, s'est installé Bonjour Courrèges, ils m'ont ressorti des photos que moi-même j'avais oubliées, et qui pour l'époque, alors c'est en mouvement, c'est différent, c'est en couleur, et je dis, tiens, j'ai fait ces photos, en fait, elles sont vraiment très sympa, quoi. Quand vous revoyez le travail que vous avez réalisé il y a 30 ou 40 ans, justement, lorsque vous parlez des photos de Courrèges, est-ce que vous avez un attendrissement particulier sur le jeune homme que vous étiez autrefois photographe, et peut-être évidemment plus malhabile certainement qu'à la toute fin de votre carrière, vous étiez érudit techniquement. Est-ce que vous regardez ça avec un peu de nostalgie ? C'était extraordinaire parce que Courrèges, on voit Courrèges, le L français, donc, on m'a appelé, on m'a dit, en vrai, il faut aller photographier les collections de Courrèges. Mais Courrèges était installé rue François 1er, dans le nouveau studio et tout ça. Ils avaient tout peint en blanc, le parquet en blanc. On m'a dit, mais surtout, quand vous arriverez au studio, enfin, au showroom, il faudra enlever vos chaussures parce que le parquet est peint en blanc. Et voilà, donc j'ai fait mes photos. C'était quand même assez extraordinaire, quoi. Donc j'ai fait une couverture, toute une série. Il fallait faire très attention, mais c'était en plus des gens très sympathiques. C'était complètement la mode, c'était complètement extraordinaire. Donc c'était quelque chose. On était accueillis on s'amusait quelque part. Il n'y avait pas d'artiste ou d'art, c'était des photos. En revoyant ces images, ça vous rappelle aussi de bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Vous payez pour aller faire un travail, c'était même pas un travail, c'était un plaisir. Justement, vous n'aviez peut-être pas l'impression d'approcher des gens créatifs, qui vous demandaient, qui vous recevaient d'une façon extraordinaire, sans prétention, peut-être à part quelques-uns, et encore que non. Non, je sais pas maintenant si ça correspond à ça. Peut-être que les gens se prennent au niveau des photographes. Vous aviez peut-être aussi plus de temps pour établir des relations interpersonnelles. C'était d'une simplicité. Je viens d'Hélène Lazareff, qui m'a fait travailler pour le L au tout début. C'était complètement une femme extraordinaire. Et puis vous aviez des directeurs artistiques, sûrement encore maintenant, je sais pas, je les connais pas, mais fantastique. Quand vous travaillez avec Antoine Kiefer, qui était au Vogue, ou d'autres après, Well, ou comme Roman Sislevich, vous appreniez quelque chose, et bien souvent, ils connaissaient mieux le photographe que le photographe se connaissait lui-même. Alors, justement, qu'est-ce que pouvaient vous apporter ces directeurs artistiques ? Roman Sislevich, moi, quand j'ai travaillé pour le L, on m'avait donné à faire des IDL, qui étaient des photos vraiment entre 5 et 4 pages. Voilà, j'étais vraiment tout jeune, hein.
J'avais fait mes photos pour le Vogue, mais qui n'avait rien à voir. Et donc j'ai pris des tons ondulés de couleurs, et puis j'ai mis ma fille devant, parce que j'aimais beaucoup la couleur, en fait. Après j'ai fait du noir et blanc, mais la couleur. Et j'ai amené ces photos, mes 4 photos, et Roman Ciclewicz, qui était un Polonais, il rigolait pas souvent, mais il m'a dit, mais c'est fantastique, avec son accent de Louchko, tu m'as fait des jeux fantastiques. Et là-dessus, j'ai commencé, ouais. Et Hélène Lazareff m'a fait venir et m'a dit, écoutez André, vous allez travailler pour nous, vous gagnerez sûrement plus d'argent avec nous qu'au Vogue. Voilà. Et ça a été une collaboration, je veux dire, sans contrat ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'avec Roman, c'était un artiste, enfin, c'était des choses beaucoup plus graphiques. Oui, c'est-à-dire que les directeurs artistiques étaient véritablement des artistes, donc il y avait une sensibilité. Oui, j'ai vu, en fin de compte, ce type qui était un type fantastique, c'est un des plus grands graphistes, il ne faut pas oublier ça. À l'époque, moi, je ne savais pas. Mais il y avait une sorte de... Il s'était pris d'amitié pour moi j'aimais l'homme aussi, et puis... Et voilà, quoi, il m'apprenait des choses, il avait fait des choses extraordinaires, les affiches du siècle, c'est un des meilleurs graphistes, des plus grands graphistes. Et il mettait certainement aussi en valeur dans les pages du magazine. Après, il faisait ses mises en page, et là, il y avait un réel travail de mise en page, de maquette, de graphisme qui était complètement extraordinaire. Voilà. Et moi, j'avais une anecdote avec lui, quand j'ai commencé à m'affirmer un peu plus, c'était les collections pour Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, les collections pour Saint-Laurent, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire, excusez-moi, là, vous étiez présent au moment du défilé de Saint-Laurent. Au moment du défilé, on était allé avec Hélène Lazareff et j'avais eu cette idée de filmer les collections en 35 mm. C'était quand même assez fou pour avoir du grain et avoir des mouvements qui était vrai, mais il faut pas oublier que c'est 24 images secondes. Alors justement, mais quelle était la destination en fait de ce film, puisque vous travaillez sur la presse sur papier? Pour les mettre dans le magazine, avec ce que ça comportait, mais ça c'est décidé avec du grain, puisqu'on agrandissait, voilà. Et quand j'ai fait faire des contacts de ces, donc ça faisait une bobine, vous voyez les bobines de film 35 mm, mais en contact, simple. Donc quand Roman Ciclewicz a dû regarder les photos, il y avait 24 images de la même photo, et ça a été un travail de fou. J'imagine. C'était du négatif, c'était devenu positif. Et ces photos, quand même, sont parues en double page, le L français les a toujours. Alors, effectivement, à choisir, 24 images secondes, vous avez un pied qui est là, après 5 cm de différence, mais c'était ce que pouvait, vous vous rendez compte, c'était quand même assez incroyable, que le magazine puisse la possibilité de filmer les collections pour après en tirer des photos. C'est comme moi, je suis de fou. Là, pour avoir du grain, pour avoir une ambiance sans une lumière en plus. Alors c'est très amusant que vous parliez de... Mais enfin, pour revenir là, après, en 20 maintenant, si on peut dire 10 ou 20 ans après, j'ai toujours voulu, je pense, recréer quelque chose. En fin de compte, j'aurais dû filmer mes photos. Vos séances photos. Ouais, parce que j'ai refait toujours des photos. Par exemple, dans Stromboli, on le voit très bien, il y a la fille qui monte en courant dans la montagne et qu'on retrouve dans le film. Et c'est vrai que j'avais fait des polaroïdes du film et ça m'intéressait énormément. Alors c'est très amusant que vous parliez de cinéma, puisque justement dans votre travail, on sent que vous êtes un amoureux du cinéma. On ressent dans vos séries qui sont très narratives que ces photos pourraient être des photogrammes, des images arrêtées d'un film. Et c'est tout à fait ça. Alors, avec le coiffeur, le maquilleur, la styliste, le modèle et les différents assistants avec lesquels vous travaillez tous en équipe, qui sont présents sur une prise de vue, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu l'ambiance d'un plateau de cinéma sur un shooting de mode, d'après vous? C'est tout à fait, oui. Enfin, j'ai assisté à des films, moi ça. Oui, mais c'est-à-dire que ça aide beaucoup. Moi, je me suis toujours appuyé sur mes équipes, c'est-à-dire coiffeur, maquilleur, la styliste, bien sûr, mais le coiffeur souvent bien était complètement le maquilleur et me disait, ou même l'assistant, c'est-à-dire c'est un travail d'équipe. Enfin, après, bon, c'est vous qui appuyez, qui prenez la responsabilité. Quand vous appelez vos photos magazines, qu'elles soient bien ou pas bien, vous en avez la responsabilité. Mais vous faites un pola, néanmoins. Je faisais les polas toujours avant, puisqu'il n'y avait pas le numérique. Je dirais que c'est une sécurité au niveau des appareils photo, ce que l'on oublie souvent pour voir la lumière et tout ça. Mais ce qui est très drôle,
Enfin, souvent le polar, on faisait un polar on n'arrivait jamais à refaire sur le négatif. Mais dans le livre, justement, il y a des polars qui correspondent exactement à la photo. Qui est donc, ça veut dire que derrière, il y a tout un travail qui est pas millimétré, mais quand la fille marche, parce qu'il y a quand même de la mode à photographier, il faut que peut-être une robe s'ouvre ou un manteau, c'est placé avec des scotch, par exemple, et j'appuie au moment où... Donc ça, c'est typiquement cinématographique, Fellini travaillait comme ça, avec des scotch. Oui, tout à fait, pour avoir, et si on voit le Polaroid de cette photo la fille qui marche dans une rue de Palerme, vous avez la photo, vous avez le Polaroid, c'est exactement la même chose. Donc la photo a été refaite après. Bien souvent, moi je voyais quelquefois avec le directeur artistique, il voyait le Polaroid que j'avais montré avant les prises de vue, et après il s'était pas encore développé, il me disait mais je retrouve pas la photo que tu as fait avec le Polaroid. Ballon. La photo c'est ça, c'est un moment en fin de compte. Et notre métier correspond, enfin je sais pas comment mes autres confrères photographes font, mais il faut recréer, enfin pour moi, pour ma part, c'était un moment d'une femme ou dans la rue ou voilà, c'était pas un moment de photos de mode. J'en ai fait, bien sûr, beaucoup en studio, mais ça, c'est les moments les plus importants pour moi. Alors André, vous avez travaillé avec de nombreuses rédactions. Je citais tout à l'heure le Marie Claire. Il y a eu évidemment également le Marie Claire plus bis, qui était une véritable bible de la mode. Le Elle, le Vogue, le Mademoiselle, le Glamour, Harper's Queen et bien d'autres. Comment se passe la définition d'un sujet? Est-ce que cela fait l'objet d'une longue discussion avec la rédactrice ou justement le directeur artistique dont vous parliez qui vous passe la commande? Et existe-t-il réellement une marge de manœuvre, sachant qu'il y a une interdépendance des rédactions face aux annonceurs? Quelle est la place de l'audace pour un photographe dans cette situation? De toute façon, il y a des réunions qui se font parce qu'il faut voir la mode au départ, la rédactrice en chef, et après il y a d'autres séries dans le magazine, donc on en tient compte, où vous avez la possibilité, on vous dit, il y a ce voyage pour ou ça, je le vois plutôt en studio, le directeur dit, en fonction des autres séries. On vous dit, par exemple, il y a un tel qui fait là, non, on peut pas faire ça. Mais au départ, le directeur artistique vous appelle, vous dit, voilà, j'ai une série là, on voit la rédactrice qui a préparé, qui est elle aussi d'accord pour travailler avec le photographe, parce que elle a aussi ses idées. Et la rédactrice en chef fait, oui, on a une réunion. D'abord, on voit la mode. On pense au mannequin. Le photographe réfléchit, dit, moi je vois ça comme ça, la rédactrice aussi, par exemple. Mais au dernier mot, je pense que c'est le photographe et la rédactrice, en fin de compte, qui disent, voilà, et là le magazine, et c'est là où le magazine rentre, qui est très important, les gens qui y sont, vous font confiance, absolument. Et ça, c'est vraiment ça vous permet d'être complètement libre. Après, vous en prenez la responsabilité, vous pouvez pas effectivement, vous avez décidé par exemple d'aller là ou là, on va à Miami, si vous avez des maillots de bain, les photos se font toujours à des modes différents. Vous allez à Miami, entre la sortie de la collection pour le public et ailleurs et tout ça, mais vous en prenez la responsabilité. Et si vous dites non, moi je voudrais aller là, on vous dit ok, on a le budget, on n'a pas le budget, mais moi on m'a jamais refusé, et d'autres aussi, de faire. Donc ça se fait, enfin quand le directeur artistique, la rédactrice en chef et la styliste. Et après vous choisissez mannequin, coiffeur en fonction de la série, de ce que vous souhaitez faire. Et je reviens juste sur un point que j'avais évoqué dans ma question. Est-ce que vous sentiez, est-ce qu'elle existe la pression des annonceurs sur la rédaction, ou finalement la rédaction avait-elle une vraie liberté pour collaborer avec le photographe et le photographe sa liberté de proposition? À une époque, les annonceurs n'avaient pas aucune pression. Après, ça a complètement changé après la crise. Les annonceurs ont donc dans une prise de vue, vous aviez toujours un annonceur. Et bien souvent, le modèle n'était pas toujours, vous n'arriviez pas à la situer dans on faisait un plus gros plan. C'était la photo qui était la plus maltraitée, et quand même, la rédaction vous disait attention, c'est l'annonceur, il faut vraiment faire attention, donc on y mettait quand même, mais c'était pas forcément
le modèle qui rentrait bien avec l'autre. Mais cela étant dit, après, il y a eu beaucoup d'annonceurs et en fin de compte, les photos se sont faites quand même, et des très très bonnes photos. Mais je veux dire, la créativité, la mode ayant changé, on devait moins voir le modèle, c'était plus une photo, une ambiance. Ça a permis de citer l'annonceur sans que forcément, quelquefois, on va vraiment très très bien le modèle. Alors c'est justement une question que je voulais vous poser, puisque la photographie de mode, elle vend du rêve, elle dégage une atmosphère. Est-ce que finalement le vêtement est si important dans une image de mode? Les directeurs artistiques, les créateurs, les marques ne recherchent-ils pas avant tout une ambiance, la construction d'une histoire, plutôt que la retranscription fidèle du produit? Peut-être maintenant, mais avant, quand vous avez un créateur qui vous fait, disons, un modèle avec un boutonnage spécial, vous avez quand même une rédactrice en chef qui dit, écoutez, c'est quand même dommage qu'on voit pas le modèle, l'ouverture ou la doublure, enfin, donc, dans votre série, il y a comme une figure imposée. Moi, je me suis imposé la mode. Par contre, il y a d'autres photographes qui se sont dit, bah non, moi je fais la photo pour mon compte. Moi, la mode m'a toujours intéressé. En tant que vêtement, en tant que créativité, mais j'essayais de joindre les d'autres photographes. Nous, on fait le mais il en reste quand même quelque chose. Cela étant, les créateurs se sont servis en même temps des magazines pour présenter leur création d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui est important. Alors c'est vrai que maintenant, moi j'ai un ami, un directeur artistique, qui m'avait signé pour une très grande maison de luxe, qui faisait des photos de montres. Et le responsable de cette maison, il avait dit, vous faites des images, mais on ne voit pas la montre. Le luxe, ouais. Ça c'est juste... Et on voit la montre, en fin de compte, une suggestion, on voit la montre, on fait 5 photos, on ne voit pas la montre, mais c'est une maison très très connue, donc voilà. Et après on voit la photo de la montre, mais avant il y a toute une histoire. Et en fin de compte, la mode, si on reprend, c'est un peu ça aussi. Vous ne voyez pas forcément la mode quelque part, mais ça vous donne envie. C'est un style. Une projection, c'est une projection. Comme on prend Ralph Lauren, c'est toujours des très jolies femmes. Ça a changé à partir des années, je pense, 90, où c'est devenu plus photographique. On va pas dire art parce que non, mais je crois qu'on a voulu. Alors, on a voulu aller plus ça, que ce soit pas des photos de mode qui est comme soit un parfum. Bien souvent, le flacon, on vend plus, c'est pas vraiment le produit qui est mais c'est ça qui est important. Les gens ont besoin de rêver. C'est comme une musique, quelque chose là, qui vous fait transporter. Oui, c'est un choc esthétique. Oui, c'est complètement, voilà, quoi. C'est une ville, un pays, des odeurs, une femme, ça vous fait, bon, encore maintenant, je vois une jeune femme, tiens, j'aimerais bien faire, enfin, voilà, parce que il y a tout un mystère derrière tout ça. Pour chaque photographe, je crois qu'il y a ça. Après, bon, il y a la mode, mais vous travaillez avec elle, parce que c'est le produit, c'est la matière première. Et puis, il y a surtout, c'est la femme qui le porte. Qui le porte. Voilà. Alors, vous connaissez sans doute cette phrase célèbre d'Yves Saint Laurent qui déclarait qu'au fil des années, il avait appris que ce qui est important dans une robe, c'est justement la femme qui porte cette robe. Lorsque vous étiez en shooting, comment établissiez-vous le dialogue, la connexion avec vos modèles pour qu'elles incarnent une femme bien spécifique et que dans le même temps, cette photographie que vous allez réaliser, elle s'adresse à toutes les femmes? Ah ben là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que ou vous devez travailler en studio et là, ça devient très difficile parce que vous avez forcément une jeune femme qui est devant vous, bien souvent qui commence, ils sont devenus des stars après, et pour la jeune femme se trouver sur un fond de papier avec en face d'elle un photographe plus ou moins gentil ou pas gentil, toute une équipe, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Moi, je saurais pas vous dire comment j'ai fait travailler les jeunes femmes en parlant. Je savais un peu ce que je voulais graphiquement, mais vous avez un éclairage. On y arrivait. Vous aviez un rapport interpersonnel avec. Ah bah oui, il fallait des gens que vous aimiez la personne qui est enfin, c'est en studio. C'est pareil pour le photographe. Vous avez une jeune personne qui est devant vous. Bah, plus on s'est rapproché des années maintenant, plus les jeunes filles étaient jeunes.
Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu affaire à des mannequins qui étaient bien souvent, qui m'ont appris, mais bon, ta lumière comme ça, et tout ça, c'était quand même assez fantastique. Non, mais c'est vrai, si on prend un mannequin. Mais fallait que vous établissiez en quelque sorte une oui, connivence. parce que la jeune femme connaissait d'abord les photos que vous faisiez, et puis moi j'avais eu des photos, et quelque part, ben, j'avais envie de photographier. Alors en studio, vraiment là maintenant, je pourrais pas. C'est autant qu'en extérieur, il y a tout, vous imaginez le contexte. En studio, c'est un fond, un truc, mais on parle pas beaucoup, en fin de compte. Vous savez, ce qu'on voit quelquefois dans les émissions sur la mode, quelquefois je regarde pas, j'ai honte. Et le studio, de toute façon, ça vous oblige, vous aussi, en tant que photographe, à être très créatif. Ah, très créatif. Techniquement, parce qu'il y a les lumières et tout ça. Coiffure, maquillage, ça il faut pas oublier, parce que on n'était pas, quand j'ai commencé, on travaillait, il n'y avait pas beaucoup de retouches, après ça à l'imprimerie et c'est tout. Je veux dire, il n'y avait pas de... oui, là vous rentrez dans le dur, dans du très très dur. Mais vous pouvez faire des photos extraordinaires. Pareil, vous essayez de faire, mais ça, on prend un Vodun, que Brodovitch avait dit, vous faites des photos en studio comme vous faisiez du reportage. Donc vous reportez, vous faites une fille qui marche dans le studio comme si elle marchait dans la rue. Et donc, il faut choisir le mouvement. Et si vous prenez cette même photo en studio, vous la remettez dans la rue maintenant avec le numérique et tout ça, qu'elle s'intègre parfaitement. Et là, c'est toute une démarche un peu psychologique, intellectuelle, bien sûr. Peu, voilà, ouais. Et qu'est-ce qui définissait le studio plutôt que l'image de reportage en extérieur? Est-ce que c'était une question de budget la plupart du temps, de temps? Non, c'est une question du magazine. Enfin, quand sa programmation, il y avait tel photographe qui est parti à l'extérieur, c'est là. Et là, maintenant, on a du budget, mais il y a toute une progression dans le magazine. Ça en studio, ça c'est bien en studio, ça, voilà, en fonction, il n'y avait pas de... Si vous le sentiez, il y avait des choses que je voulais faire en studio, mais quelquefois, j'ai travaillé énormément dans la baie de Somme. Et c'était comme un énorme studio, la lumière, il y avait un renvoi de lumière qui était complètement extraordinaire. Je travaillais comme si j'étais en studio, en fin de compte, que je pouvais pas avoir en studio. Et en studio, quelquefois, refait la même chose, avoir des blancs très, très purs, mais il fallait avoir quelque chose d'immense, beaucoup de lumière. Et oui, moi j'ai fait beaucoup de studios. Dans le livre, j'en mets pas beaucoup parce qu'il y a la photo de votre couverture, je crois, qui a été réalisée en studio. Oui, mais c'est complètement une lumière du jour, naturelle. Et c'est étrange parce que justement, c'est une femme mélangé. En action. Oui, parce que je m'étais inspiré, enfin, comme c'est du polar. Non, j'ai fait en polar, j'ai fait en négatif. Je voulais une femme qui bouge en studio, qui hors mode, qui n'est pas une photo de mode. Mais je m'étais un peu inspiré aussi des photos d'Avedon, où il y avait quelquefois des photos en mouvement, au studio, mais qui étaient complètement décalées, enfin, elle restait les pieds nus. Et c'est surtout très bien tombé, parce que c'était Mélanie Thierry, mais qui à l'époque n'était pas actrice, qui était toute jeune. Et j'attendais un mouvement, une chose, il y a juste trois images, hein, pas plus, hein. Et voilà, c'était dans la tête. Il y a une lumière naturelle et un petit coup de flash pour arrêter, le mouvement et à peine. Mais c'était ce que je voulais. Voilà, c'est aussi un coup de chance, hein. Alors, vous parliez des jeunes femmes très maigres. La mode, elle a aussi cela de paradoxal, c'est qu'elle a participé à l'émancipation de la femme et que dans le même temps, elle sacralise une éternelle jeunesse. Elle a starifié bon nombre de modèles et finalement, les mannequins sont de plus en plus minces, de plus en plus jeunes. Et les canons de beauté qui sont diffusés par la mode ne correspondent pas forcément à la majorité des femmes. Est-ce que vous avez été conscient, vous, de cette dérive, et qui était d'ailleurs contrecarrée par certains créateurs, puisque je pense notamment à Jean-Paul Gaultier, qui faisait défiler dans les années 80-90 des femmes un peu hors normes par rapport au canon qu'on attendait de la mode. Moi, j'ai jamais eu ce problème. J'ai photographié des femmes, enfin des jeunes femmes surtout, qui n'étaient pas maigres. Donc, Laetitia Casta, qui n'était pas mannequin. Et vous participiez au choix de vos modèles. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi ce qui fait la différence. C'est-à-dire que... il faut pas oublier, en fonction de la mode que nous avions, je me reporte toujours à cette histoire de Palem qui était vraiment à part. On a pris cette jeune femme qui était connue de nulle part. Et quand on l'a vu arriver avec la rédactrice,
avec ses cheveux frisés noirs, elle était plus sicilienne que n'importe quelle sicilienne. Donc on a dit c'est elle. Et c'était tellement... Excusez-moi, vous avez fait le casting sur place hein? Non, à Paris. Elle est venue nous voir par hasard. Elle n'était pas connue. Elle venait d'Afrique du Sud. Brune comme ça. Et ce qui est drôle, c'est quand j'ai fait mes photos à Palerme, il y avait plein de petits palermitains qui me suivaient, des Italiennes. Mais mais d'où elle vient? Elle est d'où de Sicile? Elle n'est pas de Sicile. Elle était plus palermitaine et elle, c'est vraiment... Non, mais ça a été une série assez extraordinaire parce qu'elle s'est fondue... Ça a été comme ça, enlevé comme ça. Et bon, c'était une femme normale, c'était une fille normale, mais moi qui me plaisait, j'ai toujours choisi des mannequins, avec bien sûr toujours la rédactrice, bien souvent, si on prend Natalia Bodianova par exemple, elle est arrivée sur une prise de vue, elle avait 17 ans et demi. Elle était étonnante, on était parti sur l'île de Madère, elle n'avait jamais travaillé, elle a enfilé ses vêtements, elle s'est mise en pied, ce qui est très difficile, je vais dire en pied, hein. Elle est arrivée, tac, 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 ça s'est fait, mais adorable comme tout, mais d'un naturel. Assieds-toi, ça y est, elle avait posé ses mains où elle veut, elle avait dû voir plein de magazines, et pourtant elle venait du marché avec ça. C'était vraiment une jeune femme complètement extraordinaire, hein, c'est la nature même, la pureté même, et le naturel même, et la beauté, et elle n'a pas changé en plus. C'est ce que vous recherchiez un peu dans Tout à fait. vos photos. Et alors c'était quelque chose d'incroyable, parce que on est arrivé, elle avait 17 ans et demi, donc on avait la responsabilité, elle n'était pas majeure. On est arrivé à Madère, le lendemain il y avait une autre, elle dormait avec un autre mannequin, et on la voit pas le matin. Et on a demandé où est-ce qu'elle est passée. Elle m'a dit, mais hier soir elle avait un dîner, puis moi elle a dîné. Moi elle avait rencontré un type dans l'avion qui l'avait invité à un dîner. Donc voilà, elle 17 ans et demi. On lui a dit, non mais Natalia c'est pas possible, on a la responsabilité et tout, ah bon et tout. Mais voilà, ça c'est le type même. Ou comme Laetitia, c'est la même chose. Laetitia, c'est les mêmes sortes c'est des bonbons, quoi. C'est merveilleux. Laetitia Gaston. Oui, j'ai travaillé avec elle, elle avait 16 ans et demi. Dominique aussi, on a commencé avec elle. Laetitia, c'était, son père me l'amenait à l'aéroport, surtout les parties à la Havane avec elle. C'était merveilleux. C'est des femmes. Après, le reste qui est arrivé après, je sais pas. Je les vois, malheureusement, qui font dans le métro. Genre, là, justement, le monde, l'industrie de la mode a subi aussi une forte pression de l'opinion publique pour remédier un peu à ça, et je pense qu'il y a une gestion plus... Mais les filles mecs, c'était surtout, je pense, dans les présentations, parce que les créateurs avaient... Sur les podiums. Et ça a toujours existé. Au tout début, même avant que je commence la photographie, les filles étaient maigres parce que il y avait une certaine taille, c'était du 36 ou 34, voilà, un truc comme ça. Mais les gens, non, on peut pas se dire, les filles maigres, c'est ridicule parce qu'elles sont pas toujours maigres, c'est pas vrai. Alors après, ce sont comment dire, on s'est imaginé qu'il fallait, alors c'est vrai, vous les voyez dans le métro, il y a des malheureuses qui arrivent des pays de l'Est qui bouffent rien du tout, mais non, si vous regardez vraiment, des très très bons mannequins, si on reprend Christy Turlington, elle est pas maigre, quoi. Si on remonte à des années, ils étaient pas maigres, elles avaient des formes. Et je crois qu'encore maintenant, je sais pas, j'ai pas ouvert un magazine de mode, mais il y a eu cette époque, surtout sur les podiums, je crois. Alors pour revenir à votre livre, il y a une chose qui me surprend toujours beaucoup dans l'arbitrage entre la couleur et le noir et blanc. Vous l'avez dit, vous avez fait énormément de couleurs. C'est qu'il y a une prédilection du monde de la mode pour le noir et blanc. Ouais. On a bien évidemment en tête de nombreux contre-exemples avec des images très pétillantes de Guy Bourdin que vous citiez ou de Bettina Reims par exemple. Mais est-ce que le noir et blanc ne demeure pas la quintessence de l'élégance, celle que vous revendiquez en quelque sorte, une sorte de chic très parisien, alors qu'étrangement, le vêtement, le textile joue avec des nuances assez subtiles de matière, de couleur, que le noir et blanc a peut-être tendance à écraser. Oui, mais là on a commencé à faire de la photo et en oubliant un petit peu plus la mode et tout ça. Dire, on rentre dans les années 90. Et c'est vrai qu'en Marie-Claire, on avait pas mal de noir et blanc. Et il faut dire aussi que photographiquement parlant, le noir et blanc est pas presque plus facile, mais vous permet d'unifier. Ouais. Mais il y a des couleurs.
Voilà, mais il y a des choses que non, on pouvait pas faire. Mais par exemple, alors je ne sais pas si vous avez photographié les collections de Christian Lacroix, mais par exemple, pour le coup, non, c'est pour le coup, c'était pas possible. Non, il faut être réaliste. Il faut quand même pas non plus. C'est pas chaque photographe. À la fin, voulait faire du noir et blanc parce que c'était peut-être. Non, mais parce qu'il voyait ça, peut-être. Et c'est vrai que dans les dernières années, dans les années 90, 2000, il y a eu pas mal de noir et blanc, toujours pour Marie-Claire. Un journal comme le L, dont ils ont toujours plus travaillé sur la couleur. Beaucoup plus. Et j'ai pensé aussi que ça pouvait être parfois une référence à des grands maîtres. Vous citiez Avedon, Irving Penn ou Man Ray, qui ont fait aussi, évidemment, il y avait aussi, pour des questions techniques de la photographie. Non, puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, en fin de compte. Hein. Enfin, si on prend Irving Penn, il faisait lui-même ses développements et tout ça, même ses retouches. Irving Penn, là, s'attaquait à du lourd. Hein. Du gros lourd. Ses couleurs, c'est complètement extraordinaire. Vraiment, c'est un maître de la photo, même c'est nature morte. Il y a une photo je crois que c'est passé dans le bazar, j'ai placé des œufs au plat, c'est complètement, à la 20-25, c'est complètement extraordinaire. Avedon aussi a fait des couleurs, mais il retouchait pas, il faisait des dye transfert à l'époque, était une sorte de, je connais pas tellement le principe, une sorte de retouche. Mais le noir et blanc, c'est venu, en tout cas pour le Marie-Claire, mais je pense pour le Vogue, c'est venu vers ça a été aussi un style, moi, si je prends Palerme, je vais pas le faire autrement qu'en noir et blanc, toute la mode était en noir et blanc. Ça a été préparé pour Palerme. Alors là, je veux dire, à l'époque, au départ, il y avait, moi j'ai dit Palerme, et la rédactrice, je crois qu'il y a 2 rédactrices qui ont travaillé dessus, ont fait une histoire sur Palerme, donc c'était que du noir. Donc on aurait pu faire en couleur, peut-être maintenant, je les ferais peut-être en couleur, en travaillant peut-être. Moi je suis pas tellement retouche et tout ça. Je suis pour quelque chose de plus naturel. Le plus naturel possible. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière, mais je m'entoure pas trop d'artifice, en fait. L'artifice, c'est la femme. Est-ce que vos images, par exemple, ont été souvent recadrées par les magazines quand vous les aviez livrés? Ça se faisait beaucoup, par exemple. Oui, parce qu'il n'y avait pas de. Pour le reportage, évidemment, c'est très gênant de recadrer une image. Mais pour la mode, pour le coup, ça peut être permis. Non, mais si on prend Peter Knapp, moi j'ai jamais travaillé avec Peter, c'est un grand directeur artistique. Il recadrait souvent des images. Si une photo était mauvaise, c'est là où peut intervenir le directeur artistique, et c'était dans le style du moment. On recadrait la photo, pour des photographes comme Harry Piccioliti, que sûrement peu de gens connaissent, mais qui était un directeur artistique fantastique. Qui travaillait pour quel magazine? Harry Piccioliti travaillait pour ce magazine, attendez, d'un seul coup, Nova. Des années 60, un très grand directeur artistique, et Peter Knapp retouchait, recadrait, mais il avait fait pareil pour Peter Knapp, pour, comment ça s'appelle, Courrèges, il avait découpé ses photos, c'était des doubles pages où les filles couraient. Là, il y avait vraiment du graphisme et de la mise en page. Oui, parce que c'est pas nécessairement forcément que la photo est mauvaise, mais c'est peut-être aussi pour la mise en page, exactement. Un magazine, c'est ça, il faut que ça vive, ça tourne. Je vous prie pas toujours mettre des photos pleine page. Du reste, maintenant, je sais pas, on va toujours que des photos pleine page. Il y a la typo qui compte. C'est tout un emballement, quoi. C'est un paquet cadeau, hein. Oui, c'est un magazine, c'est un petit livre. Alors, le directeur artistique, bien souvent, c'est là, si quelque chose de mauvais, il y a la typo. La typo, c'est super important. Et après, il y a l'emballage qui est la mise en page. Et là, il y a les titres. C'est là où il peut intervenir, parce que quand c'est toutes les semaines, vous n'avez pas le temps de refaire les photos. Donc, c'est là où intervient, en plus, la patte du magazine. Et c'est là où l'identité du magazine entre un L ou Marie-Claire, c'était pas les mêmes filles, ou le Vogue, ou encore je sais pas quoi. Et c'était peut-être pas non plus les mêmes lectrices auxquelles s'adressait pas les mêmes lectrices. Et que, à la fin, si vous voulez, ce qui est devenu, en fin de compte, les magazines, ils se sont tous rapprochés les uns d'autres. Je me souviens, il y avait une bataille terrible entre Jour de France et le L. À la fin, même à l'époque, le L disait, mais comment, ils vendent 1 million d'exemplaires, est-ce qu'il faut faire du Jour de France? Enfin, et là, ça commençait un petit peu à se dégrader, ce que sont devenus les magazines maintenant. Moi, j'ai pas regardé, mais j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup, à part quelques magazines qui sont complètement en dehors du truc, mais ils gagnent pas beaucoup. C'est pas évident, hein. Oui, c'est pour la presse écrite. Pour la presse globalement, écrite. Et pourtant, il y aurait des choses, je pense, à faire, parce que les gens ont besoin. Moi, j'aime bien
regarder... Et puis on n'a pas le même rapport à l'image. On n'a pas le même rapport, c'est la même chose, regardez sur des photos, votre choix de photos. Sur un écran. On a fait 400 photos de la même truc, mais c'est de la... moi, je vous montre des contacts que j'ai là-bas, je regarde avec mon truc, je savais où était ma photo, de toute façon. C'est ça qui est important là-bas. Et même la personne qui travaille avec vous, l'équipe qui était derrière vous, voit au moment où... mais ça doit encore se faire. Mais comment, je veux dire maintenant, comment faire? Vous avez une photo, vous faites la photo, et pendant ce temps-là, vous avez 10 personnes qui regardent sur un écran et chacun il met sa sauce. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un chef, quoi. Et puis après, il y a le reste. Qui avait le final cut? C'était le directeur artistique, en fait, qui choisissait, ou la rédactrice qui choisissait la photo? Non, moi je choisissais ma photo, et après, je tenais quand même compte de la mode. Sur la planche contact? Sur la planche contact, de la mode. Et on regardait avec la rédactrice, et on pouvait dire, mais au dernier mot, c'était le photographe, mais quand même, c'est une équipe, directeur artistique, il a son mot à dire, mais on n'avait jamais eu de bataille là-dessus. Alors, nous venons de parler de monstres sacrés, Helmut Newton, Irving Penn, Peter Knapp et tant d'autres. Je voudrais savoir aujourd'hui quels sont vos rapports avec la jeune génération de photographes. Est-ce que il y a des photographes que vous suivez? Est-ce qu'il y a des créateurs également que vous suivez? Puisque vous avez commencé votre carrière à l'époque où vous avez une multitude en fait de créateurs qui se sont installés. Est-ce que vous-même vous prenez plaisir à partager votre expérience avec de jeunes photographes, des assistants que vous avez pu avoir et qui font carrière par exemple aujourd'hui? Alors moi j'ai deux jeunes filles qui ont fait l'école des Gobelins, une qui est photographe, qui fait plutôt plus des natures mortes, qui ne parle pas de la mode, et qui a une vision moi que j'aime beaucoup. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Élise Gérosa, qui va peut-être durer s'exposer avec... si on fait la seconde exposition pour le livre, et puis c'est une jeune fille qui a exposé en même temps avec moi, qui s'appelle Louise Slaverio, et que j'aime beaucoup, parce que ça rejoint, j'aime ça, alors elles se posent pas de questions, elles font dans leur temps, c'est pas de la mode, ou c'est pas des natures mortes, ou des objets et tout ça, mais je suis complètement intéressé, et en même temps, plus qu'intéressé, j'adepte, je suis un adepte. De toute façon, Et en mode, je regarde pas vraiment. Si je regarde un magazine, je vais pas le citer là, où il y a des photos qui sont bien et des photos qui sont pas bien, et on voit qu'elles ont été rattrapées à la mise en page. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez moins connu, vous, en tant que photographe, puisque vous avez arrêté votre carrière à peu près autour des années 2000, et que c'est l'époque justement à laquelle le numérique a pris le pas sur l'image argentique. Et donc pour le coup, et effectivement, il y a de plus en plus d'images qui sont aujourd'hui retouchées, la carnation des pros. Oui, mais ce qui est amusant, moi je travaillais avec un labo noir et blanc, un garçon avec qui je travaillais, qui était un labo qui s'appelait Imaginoir, qui a disparu, ou je crois qu'il y a juste une couleur où les deux propriétaires sont décédés, qui tirait pour Peter Lindbergh, pour Sarah Moon, peut-être un des meilleurs labos de Paris, et un garçon qui travaillait là, qui fait ses noirs et blancs, et qui travaille comme un fou en noir et blanc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, vous avez des jeunes photographes qui travaillent en argentique. Oui. Ils reviennent à l'argentique. Alors, je voudrais savoir pourquoi. Ça, justement. Là, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Puisqu'ils ont toutes les techniques faciles. Et je me pose la question, pour quelle raison ils travaillent en argentique? Alors, vous devriez le savoir. Puisqu'en même temps, à l'arrivée, ça devient du numérique. Vous devriez le savoir vous-même, puisque, en fait, c'est une question de mode aussi. Et la mode. Non, moi, j'avais que ça sous la main. J'avais que ça sous la main, que là, ils ont les deux. Mais ce qui est étonnant, c'est que... Alors, est-ce qu'ils font faire leur tirage après argentique? Non, ils font tirer, et ils font scanner leur négatif. Leur négatif. Mais après, il faut que vous ayez à côté, à moins que ce soit eux qui le fassent eux-mêmes. Là, ils font leur cuisine et tout ça. C'est ce que fait, je pense, Paolo maintenant, puisqu'avant, il travaillait en Polaroid, et maintenant... Donc, quand vous savez exactement ce que vous voulez... Moi, les tirages, je sais exactement ce que je veux en argentique. Quand je veux le faire en numérique, parce que je le fais pas moi-même, je veux retrouver ce que je... Mais bien souvent, sauf si vous tombez vraiment, je pense, sur des entrepôts, ils connaissent pas forcément la chimie et tout ça. C'est difficile.
Mais c'est peut-être là encore de l'ordre du fantasme. Mais par contre, maintenant, c'est un autre fantasme. Ils ont d'autres fantasmes. Et puis, il y en a sûrement qui sont beaucoup plus doués pour la technique numérique et tout ça, qui savent exactement ce qu'ils veulent avec comment ça s'appelle, les produits du moment. Avant, c'était une certaine chimie. Maintenant, ils ont, voilà. Et je trouve que ça fait partie des outils du moment. C'est tout. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils reviennent à l'argentique. Pour quelle raison? Il doit y avoir une raison. C'est une forme d'âge d'or aussi de la photographie que vous avez. Peut-être, oui, il y a quelques mais à l'arrivée, moi je vois pour le livre, tout est basé de l'argentique. Bon, je savais pas du tout comment, il fallait passer pour le livre, pour les scans, c'était quand on voulait faire un autre travail et tout ça que je connaissais pas du tout, mais il faut que je puisse retrouver mes noirs et blancs et la tout texture, ça. Évidemment. Et malgré tout, vous avez toujours une différence. Moi je vois pour certains magazines, on sent que les photographes se sont basés sur c'est tellement clinique quelquefois, mais d'autres, non, il y a des choses qui sont vraiment quand même super. Hein. Si on prend l'exemple de Paolo, c'est du numérique, il a gardé son truc. Il a gardé son identité de Il a gardé son identité de Polaroid, il fait sa cuisine, il a trouvé le beau truc, et voilà. Et moi, pour mes tirages noir et blanc, et alors quand vous n'y arrivez pas, moi je veux pas le faire, ça c'est pas mon travail, je vais comme si j'allais dans un labo argentique, il faut que je trouve sur la personne et ce que je veux. Est-ce que vous assistiez d'ailleurs, puisqu'on parle de chimie, est-ce que vous assistiez au tirage de vos images? Non, je demandais, parce que je connaissais très bien et encore maintenant, encore ce matin j'ai appelé un tireur qui fait pour l'argentique, pour une expo que je dois faire, parce que j'ai déjà une photo de la même série argentique, et l'autre je l'ai pas, ça a été vendu, donc je veux qu'ils me ressortent les mêmes tons et tout ça, mais là je passerai par l'argentique parce que je veux avoir les mêmes choses. Puis le papier, je veux pas. Et le papier a son importance aussi. Même en numérique, on a un papier Barita on peut avoir des choses fantastiques. Mais quand on met quelquefois, moi j'ai les deux, même à l'argentique et l'argentique, le papier change un peu. J'ai l'impression avec les années. Avec les années, bien évidemment. Et maintenant, les gens se sont fait un peu une mode sur l'argentique. On va dans les galeries, c'est de l'argentique ou du numérique, sans savoir ce que c'est. Alors, André, nous arrivons au terme de notre entretien et j'aimerais connaître votre regard sur la mode aujourd'hui. Alors, vous me dites que aujourd'hui, vous vous y intéressez moins, mais là, c'est plutôt votre regard sur ces 40 dernières années de mode. Dans les années 50-60, la confection, les couturières copiaient la haute couture, puis les grandes enseignes de prêt-à-porter se sont elles aussi inspirées de la haute couture, jusqu'à ce que l'on arrive dans les années 2000 à des collaborations assumées entre des créateurs comme Karl Lagerfeld, Jimmy Choo, Sonia Rykiel, Lanvin ou Versace, avec une grande marque de distribution qui est H&M pour ne pas la citer. Est-ce que l'accessibilité du rêve ne finit pas par le tuer, ne démystifie pas une forme d'excellence, ou est-ce que finalement la démocratisation du vêtement, c'est une évolution naturelle? Quelle est selon vous, par exemple, la place de la photographie avec cette redistribution des cartes? La photographie, ça ne change pas, c'est au niveau de la créativité. Si on voit avec le Covid qui est là depuis pratiquement un an, ça fait changer beaucoup au niveau des créateurs des grandes maisons de couture. Au lieu de faire 6 collections par an, ils vont se réduire à 2 collections. Ils vont revenir à des choses beaucoup plus. Hein. Donc bien évidemment, ça va impacter... On revient au vrai métier de ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. Et quand on parle de H&M ou Zara, grâce à ces couturiers, ils pouvaient sortir 6 collections aussi pour eux. Donc, je crois que tout est remis pas en question, parce qu'il y a des créativités comme Lagerfeld, comme Chanel, comme Armani et tout ça. Je ne sais plus quel est le couturier qui, je sais pas si c'était pour Armani il y a pas longtemps, il disait, maintenant, au lieu de faire 6 collections, parce qu'on était arrivé que pour l'argent, c'était de vente, c'était, vous voyez, les gens achètent du Chanel, si on prend un Chanel, on va prendre une autre marque, on enlève la griffe, ça ne deviendra plus... C'était devenu l'histoire, je pense, une forme de snobisme. De snobisme d'avoir les choses les plus chères. Alors vous avez des rédactrices qui sont complètement déguisées, pour pas les citer, complètement à Chanel, qui sont un peu des caricatures. Oui, qui sont des caricatures, et ça fait un mal fou. Par contre, maintenant, ce qui est important, c'est... comment c'est fait. Vous pouvez avoir un t-shirt, un beau t-shirt,
la qualité du coton, la coupe, on revient à des choses. En vous écoutant, vous êtes plus adepte du look que véritablement de la mode. Bien sûr. Pour prendre une expression, maintenant, c'est très bien que des gens puissent acheter chez H&M ou des choses qu'ils ne peuvent pas. Mais quelque part, ils ont tous, si vous prenez pour le métro ou ailleurs, l'autobus, vous voyez des femmes avec des Vuitton, des faux Vuitton, mais parce qu'elles ont envie, elles pourraient pas s'acheter, mais elles ont envie, c'est une part de rêve et tout ça, parce qu'il y a des rêves. C'est la force de la mode. C'est la force de la mode. Vous avez des vêtements qui sont complètement fantastiques. On voit les collections, c'est un travail complètement hallucinant. Et je trouve que c'est ça qui est bien et qui permet aussi de faire des belles images. Il faut pas oublier ça, parce qu'au départ, vous avez quand même devant vous quelque chose qui vit, et à vous de le sublimer d'une façon ou d'une autre, ou d'un manteau comme ça dans la rue. Ce qui est important dans la mode, c'est que pour les femmes, j'imagine qu'elles se rêvent de voir dans ça, que ça les fait rêver. Ça, c'est comme un beau film, hein. C'est comme une belle musique, un très beau parfum. Moi, j'estime toujours une belle photo, c'est comme un parfum, quoi. Ça vous, voilà. C'est une ambiance, une atmosphère. C'est une ambiance, une atmosphère, un moment, c'est comme un film. Vous voyez, chacun s'imagine musique, une chanson, la mode. Non, oui, ça vous fait, c'est un rendez-vous. Je vais porter ça, voilà, parfait. Voilà, c'est un moment. On m'a demandé une phrase pour l'expo que je dois faire sur la femme. Je savais pas. Et j'ai mis, la femme est un moment furtif qu'il faut savoir saisir. Oui, évidemment, en tant que photographe, j'imagine. Mais j'ai pas pensé à la vôtre, j'ai dit, c'est un moment furtif, je veux dire, qu'il faut savoir saisir. Et bien, en général, c'est ça, dans la vie aussi. Si vous avez pensé à une femme qui vous d'un seul coup, vous aurez fantastique, il faut essayer en photo, voilà. Le déclic. Le déclic, tout, quoi. C'est un parfum, c'est plein de choses, hein. La mode, c'est ça. C'est quand même, c'est un métier fantastique. Maintenant, je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas du tout, mais je pense que, je trouve que déjà, ça a été énormément, bien sûr, c'est devenu, les gens ont acheté une marque, le luxe, en ce moment, marche très très bien. Hein. Plus que les avions. Effectivement. Non, mais on voit les Chinois. Non, mais c'est quand même assez extraordinaire. Les Chinois qui ont été blackboutés pendant 3 mois, quand ils sont sortis, on les a lâchés dans la rue, ils se sont précipités. Chez Vuitton, chez Hermès. Bon. En effet. C'est pas mal. Hein. Donc c'est quand même nous, Alors on peut dire, mais ça fait rêver les gens, du plus petit au truc. Vous voyez les faux machins, moi je dis les gens, oui, ceci, cela, mais ils sont prêts à l'acheter sur la Riviera, là. Je sais plus où, là où il y a les marchés à côté, sur la Côte d'Azur, le marché italien, il y a tous les fours. 26 millions. Hein? À 26 millions. Ouais, 26 000. Maintenant, je sais plus si ça existe, mais c'est étonnant, quoi. Après, c'est devenu, même les banlieues étaient descendues. Chez Vuitton, ça a été catastrophique. À l'époque, c'est là où ils ont dû changer leur toile. Ralph Lauren aussi, Lacoste a failli y passer. C'est fou, quoi. Vous voyez, c'est une image qui représente, mais ça peut, donc, ça entraîne et puis ça fait travailler. Mais au départ, il y a une création énorme. Il y a quelqu'un qui travaille, qui décide. Quand je voyais Karl Lagerfeld, là, il y avait des gens qui dessinaient un truc, il donnait un bout de papier, et puis derrière, il y a tous les autres, et voilà, quoi. Non, c'est un beau métier. Bien. André Carrara, merci infiniment de nous avoir consacré ce moment. Et peut-être aurons-nous l'occasion de nous retrouver prochainement pour un autre livre qui concernera des images que vous irez puiser dans vos archives pour la période donc 60-80. Espérons. Merci encore.